Bonjour à tous et bienvenue sur Cult & Click. On se retrouve cette semaine pour tout simplement vous parler, une fois n'est pas coutume, pour faire un petit dossier Netflix que nous a préparé notre ami Kerr. J'ai envie de dire peut-être qu'à n'importe quel moment va se présenter un Cardel sauvage. Mais en attendant, Kerr voulait nous présenter un peu cette vidéo. Dites-nous. Alors, il s'est passé quelque chose cette semaine qui a agité Internet. C'est l'annonce de l'annulation de Sense8 qui s'est passée en 2 temps. Fin mai, Netflix a balancé un tweet qui est passé inaperçu où il disait au revoir à Sense8. Les gens, il y a eu des réponses sous le tweet qui disaient mais ça veut dire quoi qu'il n'y a pas de suite Ah bon, bah au revoir Sense8, dites-nous en plus, etc. Et puis après, cette semaine, il y a donc eu un acteur plus la prod et enfin Netflix qui ont confirmé l'annulation de Sense8. Il n'y aura pas de saison 3, ce qui a provoqué l'immense colère des fans, notamment parce qu'il y a un énorme cliffhanger à la fin de la saison 2 et que la série en reste là malheureusement. D'autant plus que la saison 2 avait d'excellentes critiques. Il y a eu par exemple le guitariste de Metallica qui a tweeté comme quoi il voulait à tout prix une saison 3. Enfin voilà, il y a eu beaucoup de réactions au départ de Sense8 et ce qui est étonnant c'est que Netflix se fait incroyablement insulté sur Twitter notamment, et à chaque tweet de Netflix maintenant tu as un flot d'insultes sacrément vénères contre Netflix pour l'annulation de Sense8. Et il y a notamment une pétition sur Change.org pour faire revenir la série. Il y a des hashtags qui ont été lancés, qui ont plusieurs dizaines de milliers ils ont été mentionnés des dizaines de milliers de fois. Bref, il y a une vraie communauté qui se lève pour le retour de Sense8, mais cette annulation de Sense8 est parfaitement logique si on suit la nouvelle stratégie de Netflix. C'est ce que l'on va vous expliquer dans ce dossier. Mais avant de le commencer, j'aimerais préciser quelque chose parce qu'il y a beaucoup d'incohérences concernant les séries Netflix. En effet, il faut faire la différence entre une création originale Netflix et une création originale Netflix, parce que ça n'est pas du tout pareil. C'est le bon et le mauvais chasseur. Et effectivement, souvent, on voit des créations Netflix, alors que parfois, c'est une vraie production entièrement pensée, réalisée, produite par Netflix, alors qu'à d'autres moments, ce sont des séries qui sont tout simplement, on va dire, cofinancées. Non, pas du tout. Ou tout Mais non, ils ont juste acheté les droits de diffusion. Je me permets. Et parfois, c'est juste des séries qui ont été seulement cofinancées, donc entièrement produites par une chaîne du câble, souvent c'est aux États-Unis. Et en fait, Netflix récupérant la diffusion dans les autres pays va annoncer que c'est elle qui l'a entièrement produite. Oui, c'est en ça qu'ils mettent un bandeau, par exemple, sur Shadowhunter, sur Better Call Saul, sur Fargo, sur Designated Survivor. C'est souvent des séries qu'on peut reconnaître à une série qui est une vraie production Netflix, tout simplement parce que la vraie fausse production Netflix est diffusée toutes les semaines, contrairement à l'habitude classique de Netflix. D'ailleurs, ça ne sert à rien sur Twitter de gueuler contre Netflix quand ils sortent un épisode de Designated Survivor, parce qu'en fait, la série n'est pas une série Netflix. Shadowhunter, c'est une série ABC qui est diffusée sur Freeform. Better Call Saul, c'est une série AMC diffusée chaque semaine. Fargo, une série FX, etc. Alors, c'est un petit peu bizarre qu'ils mettent le cachet en effet création originale Netflix, parce que ça n'en est pas. Les vraies créations originales Netflix, c'est 13 Reasons Why, c'est Narcos, c'est House of Cards, Orange is the New Black, Sense8, Marco Polo, etc., etc. Mais alors voilà, il faut faire la différence. Pourquoi ? Parce que dans le débat qu'on va faire, il y a beaucoup de gens sur le chat notamment qui vont intervenir pour dire oui, mais ils financent des séries en cours qui sont pas terribles. C'est pas vrai, ils ont juste acheté les droits de diffusion à l'international. Et par exemple aux États-Unis, quand Netflix les diffuse, c'est beaucoup plus tard et il n'y a absolument pas de bandeau marqué création originale Netflix. À l'inverse, aux États-Unis, les séries Netflix, qui sont donc des vraies séries Netflix produites par Netflix, sont diffusées à la télé à raison de une par soir sur des networks un peu secondaires, mais ce qui assure une diffusion télé à Netflix. Je subodore, je n'ai pas d'informations, oui, mais c'est vrai, ça, d'ailleurs. Je subodore que c'est tout simplement pour des raisons aussi, tout simplement de vente des produits qui sont donc dans les films et dans les séries, c'est-à-dire tous ces placements de produits, en fait, ne sont pas payés de la même manière s'ils n'étaient que sur Netflix ou s'ils étaient sur Netflix et en placement de télé. Du coup, avant que tu nous parles donc de la stratégie, j'ai envie de dire peut-être on va rappeler les séries qui ont été annulées sur Netflix. Donc il y a eu Sans Suite, pour le coup, qui a le bon nom, 2015-2017. Il y a The Get Down, qui était une série que j'avais énormément appréciée, 2016-2017. Marco Polo,
c'est avec toutes mes larmes que je vous annonce que donc, si vous ne le savez pas, que c'est terminé et ça a été terminé à la même manière que cette suite, c'est-à-dire alors qu'on attendait une fin. Lilyhammer, qui a été également terminée en 2014, Hemlock Grove, qui était une série qui plaisait pas mal à Kerr, qui se terminait C'est pas vrai, en j'ai vu que le 2015. pilote, j'ai trouvé ça nul. Et à côté de ça, il y a d'autres séries qui sont maintenues et qui ont été renouvelées, et ça surprend beaucoup, parce que ce sont des séries qui sont, qualitativement parlant, beaucoup moins stylées que celles qui ont été annulées. C'est donc Fuller House. Bon, bah tant pis, j'ai plus la liste. C'est bon, je l'ai. Fuller House, il y a Flecked avec de Will Arnett. Il y a également The Ranch avec Ashton Kutcher. Tout ça, ce sont des séries qui ont des critiques relativement mauvaises, il faut le reconnaître, et qui sont renouvelées, mais parce que ça faisait partie de la stratégie de Netflix d'avant et pas de la stratégie de Netflix qui apparaît en 2018. Après, Fuller House, c'est un cas un peu particulier parce que c'est cette série. Alors, je me souviens pas je connais pas le nom. Enfin, en français, c'est la fête à la maison, un truc comme ça. C'était les deux petites jumelles, ce truc qui était diffusé sur France 2 avec les sœurs Olsen. Les sœurs Olsen, ouais. Et C'était diffusé Stamos. il y a 20 ans et qui était un énorme carton aux États-Unis. Et du coup, Fuller House a eu une grosse promotion suite à son retour sur Netflix. Oui, même si ça avait l'air d'être naze au possible. Tu peux remettre le truc central. Alors maintenant, on va vous présenter c'est quoi cette nouvelle stratégie de Netflix. Netflix, quand ça a été créé, l'objectif des créateurs de Netflix, c'était de faire du HBO. Très clairement, ils avaient l'idée d'être HBO, mais en termes de plateforme disponible sur le net, de manière donc différente de HBO, qui était une chaîne. Quand ils disaient faire du HBO, c'est-à-dire avoir des séries qualitatives, des séries profondément marquées donc, de leur marque, donc en l'occurrence Netflix. Et ils voulaient également de la quantité. Donc, il y a par exemple un des responsables de Netflix qui s'appelle Ted Sarandos qui a dit qu'il voulait que Netflix fasse du HBO plus vite que HBO fasse du Netflix, parce qu'il savait que HBO allait elle aussi se placer sur un format de plateforme, donc en l'occurrence HBO Now. Netflix a réussi son pari, puisqu'aujourd'hui ils ont beaucoup plus de quantité qu'HBO, mais cette arrivée massive de quantité pose un véritable problème pour Netflix. C'est qu'aujourd'hui, pour les utilisateurs, il y a trop de contenu. C'est difficile de savoir quand une série sort. Comme il y a énormément de contenu qui arrive sur la plateforme, c'est difficile de s'y retrouver. Et c'est notamment difficile pour Netflix de faire immerger dans ce tas-là les productions qu'ils veulent vraiment pousser. Donc en l'occurrence, c'est avec le grand écran d'accueil quand tu arrives dessus. Mais en dehors de ça, ils peuvent dans la manière dont ils organisent Netflix, ils ne peuvent en pousser globalement qu'une. Et ça dérange énormément Netflix. En fait, ça c'est un problème que Netflix a depuis son démarrage. À la fin de la deuxième année de vie de Netflix, dans son format streaming, pas dans son format envoi de DVD par courrier qui était sa première forme. Netflix avait tout de suite travaillé, c'était une de ses priorités, sur les algorithmes pour proposer des films, parce qu'il y avait un syndrome qui s'était installé parmi les spectateurs de Netflix. C'est tout simplement qu'en fait, il y avait déjà beaucoup trop de contenu, et que souvent les gens passaient leur soirée à essayer de décider quel film ils allaient regarder, et au final n'en choisir aucun. Et ce qui est donné au final un mauvais goût à Netflix, parce que du coup on avait l'impression qu'on ne choisissait plus. Donc, oui, c'est vrai. Donc on le voit, Netflix vient encore de remettre à plat son système de notation. Et maintenant, en fait, vous ne verrez quasiment plus, suivant les pays, mais en France, en ce moment, vous ne voyez plus la note d'un film comme on pouvait le voir jusqu'à il y a 2 mois. Là, maintenant, ce qu'on voit, c'est le pourcentage de compatibilité entre le film ou la série et vous. Ce qui est un gros changement dans la manière de proposer le contenu. Oui. Et un autre problème au fait qu'il y ait énormément de quantité sur Netflix, c'est qu'ils produisent énormément de séries. Et comme ils produisent un peu partout, ils ne contrôlent quasiment plus rien. Et c'est un des vrais problèmes qui a été évoqué par les patrons de Netflix, c'est qu'ils n'ont pas la main réellement sur les séries qu'ils produisent. Et du coup, ils n'ont pas la garantie qu'au niveau qualité, ça soit aux normes, aux exigences de Netflix. L'exemple peut-être très parlant, c'est Marseille. Marseille a complètement échappé à la production de Netflix internationale, et du coup peut-être que la série ne leur convient pas en termes de qualité. Donc il y a peu de temps, il y a le patron de Netflix qui s'appelle Reed Hastings qui a expliqué quelle va être la nouvelle stratégie de Netflix dans les années à venir, et qui explique pourquoi le Sense8 notamment ou The Get Down vont sauter.
Hastings a déjà dit qu'il reprochait à Netflix et aux créateurs des séries Netflix qu'il n'y ait pas assez de prise de risque et qu'il n'y ait pas assez d'annulation et qu'il fallait s'attendre à avoir beaucoup plus d'annulations. Pourquoi ? Parce que Netflix est très clairement en dessous du taux d'annulation que devrait avoir un network classique comme HBO, comme les 4 gros networks historiques, etc. Ils estiment, Netflix, que ça n'est pas normal qu'il y ait si peu d'annulations parce qu'il y a des shows qui ne mériteraient pas de continuer. En fait, qu'est-ce qu'un show qui mérite de continuer chez Netflix ? C'est une série qui prend des risques. Donc globalement, Sense8 est dedans, il n'y a pas de souci. Mais c'est aussi, et surtout, et en fait la seule raison qui explique l'annulation de Sense8, ça n'est pas son coût, hein, la série était très coûteuse, The Get Down c'est pareil, Marco Polo c'est pareil, ça n'est pas le coût, c'est le fait que ce ne sont pas ce que Netflix appelle des produits d'appel. Qu'est-ce qu'un produit d'appel ? C'est une série qui, lorsqu'elle va sortir, va générer suffisamment de buzz pour inciter non seulement les utilisateurs de Netflix à la regarder, mais j'ai envie de dire ça, Netflix à la limite s'en fout. Non, ce qui intéresse Netflix, c'est que quand la série sort, eh ben, elle attire de nouveaux abonnés. Car pourquoi Hastings a changé son fusil d'épaule alors qu'avant il y avait un renouvellement quasiment systématique des séries Netflix ? C'est parce qu'ils avaient fixé un objectif pour 2017, 2017 ? Oui, il me semble, qui était de 100 millions d'abonnés. Or, ils ne l'ont pas atteint. Vous allez me dire, la vanne, ils ont atteint 98,5. Mais bon, ils ne l'ont pas atteint et ils estiment donc qu'il faut changer de stratégie. Pour proposer quoi ? Uniquement des séries d'appel et des produits d'appel. L'exemple parfait de série qui cartonne sur Netflix, c'est 13 Reasons Why. Série qui a généré un buzz énorme. Autre exemple, BoJack Horseman. Quand une nouvelle saison de BoJack sort, ça fait beaucoup parler. House of Cards encore plus. Orange is the New Black, c'est parfaitement dans ces cordes-là. Or, Sense8, eh ben, c'est une série qui est un petit peu opaque. C'est une série de niche. Et quand elle sort, eh ben, elle n'attire pas du tout de nouveaux abonnés. Les gens qui vont regarder la saison 2 de Sense8, eh ben, c'est ceux qui avaient vu la saison 1. Or, il y a également un autre problème pour Sense8, c'est que beaucoup de gens ont été intrigués par la série à sa sortie lors de la saison 1, mais ont abandonné la série en route. Parce que la série est compliquée à suivre, etc. Donc, Sense8 est victime du fait que ce ne soit pas un produit d'appel et qu'elle n'attire pas de nouveaux abonnés. Pareil pour The Get Down, pareil pour Marco Polo. On rappelle, parce que tu parles du nombre d'abonnés, donc pour que vous vous rendiez compte de ce que ça veut dire, quand on dit qu'il y a 93 millions d'abonnés de Netflix au monde, là ils sont à 98. On annonce qu'on est autour des 900 000 personnes en France, mais pour donner quelques chiffres, dans le monde, il y a 45 millions d'utilisateurs Twitch gratuits. Donc il y a plus d'une personne sur deux. Enfin, il y a 2 fois plus de personnes qui regardent Netflix que qui regardent Twitch. Donc ça peut vous donner une idée. Mais alors surtout, ce qui est incroyable, c'est quand on compare au monde de la musique avec Spotify qui fait 40 millions d'abonnés dans le monde. Et donc, c'est-à-dire qu'il n'est même pas en premium. Et donc, ce n'est même pas, encore une fois, la moitié du nombre d'abonnés Netflix. Donc, on peut se poser la question, est-ce que Spotify est obligé en permanence de ne favoriser que les artistes qui vont faire le buzz ? Non, ils essayent de fournir tous les artistes qui vont plaire à tout le monde. En 2014, Netflix c'était 55 millions d'abonnés. Fin 2016, c'était donc 98, ce qui est une énorme augmentation, mais pas suffisamment aux yeux de Hastings, qui explique donc que dans les années à venir, Netflix va travailler la marque Netflix. C'est-à-dire qu'ils veulent à tout prix que les séries qui vont sortir soient des produits d'appel, mais surtout que l'on puisse directement, en voyant une série Netflix, se dire « ça, c'est une série Netflix ». Outre le fait qu'on voit le logo au début. Un peu comme pour les séries HBO. Les séries HBO, on les reconnaît facilement dans la masse. Comment est-ce que HBO a fait ça ? J'ai envie de dire, c'est pas le sujet. Mais en tout cas, Netflix veut faire la même chose et ils veulent produire moins de séries, beaucoup moins de séries, et surtout dégager toutes celles qui ne marchent pas. Et ça va être un vrai problème. Alors, il y a beaucoup de journalistes, notamment français. Alors, il y a Alain Carazé qui en parlait, qui dit que Netflix part du principe qu'une série, ça doit être 2 ans et annulation. C'est complètement faux. Mais par contre, Netflix le dit très clairement. Quand une série ne marchera pas, elle sera automatiquement virée de la plateforme. Enfin, la saison restera, mais il n'y aura pas de suite. Et du coup, ça pourrait condamner beaucoup de shows. Hein. Bah, oui et non, parce qu'en fait, au final, le format d'avoir des séries qui ne sont que sur une saison et pas après, c'est un format qu'on connaît
dans le monde notamment du Japon, avec les dramas, les doramas, qui sont des séries qui généralement font 10, 12 épisodes et qui sont très rarement, sauf s'il y a un buzz énorme, ne sont pas reconduits. Et au final, il y a, du coup, en fait, ils réfléchissent ça par saison. Donc, il y a sur un slot de télé, donc par exemple votre vendredi à 17h, vous allez trouver votre dorama du printemps, votre dorama de l'hiver, etc. Donc, on a une production de 4 doramas pour un slot par an. Donc, ça fait une création qui est complètement effrénée. Et du coup, beaucoup de perles, beaucoup de déchets aussi sur certaines chaînes secondaires, mais il y a aussi beaucoup de perles. Donc si on a en permanence, ce que j'espère, des saisons qui sont des séries qui ne sont plus réfléchies par saison, mais qui sont réfléchies, il y a un début, un milieu, une fin, et on est du coup sur 12 épisodes, je dois raconter mon histoire sur 12 épisodes, et je n'ai pas le droit de faire un cliffhanger bidon pour essayer d'espérer que les fans me suivent. Moi, j'ai envie de dire, super, ça m'irait vraiment très bien. Sans suite, bon, ça ne me parle pas parce que la série ne m'a pas plu, mais du coup, on n'aura plus de ces effets, tu sais, où les showrunners prennent en otage le public en faisant des espèces de fins cliffhanger où peut-être pas, on connaîtra la fin. Et au final, le network qui dit bah ouais, mais t'es mignon, mais moi, je te renouvelle pas, quoi. Alors, tu sais que pour Sense8, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un tel buzz autour de l'annulation que ça pourrait peut-être inciter Netflix à faire une saison 3. Pour l'instant, on n'en est pas là, mais c'est une possibilité que là, il y a un tel buzz. Je pense que ça reste ouais, mais je pense que là, en termes de buzz autour de Netflix, c'est le plus gros depuis très longtemps. Bah non, sortir Reason Why, ça fait Mais- 3 fois le buzz. Je suis pas certain. Tu sais que là, en quelques jours, C'était chaque le hashtag, sujet- c'était le quasiment sujet- 500 000 retweets. Hein. Ouais, ok. Sortir Reason Why, c'était le sujet le plus abordé aux États-Unis pendant une semaine. Je pense pas que ce soit le cas de Saint-Suite. Ouais, mais par contre, c'est plus qu'House of Cards, plus qu'Orange is the New Black. Donc, Bah, House of Cards on verra. n'a pas de raison, on en parlera, n'a pas de raison d'avoir des suites. Moi, j'ai quand même envie de voir la suite. Et donc voilà, donc partez du principe qu'il y aura moins de séries. Est-ce que tu adhères, toi, à cette stratégie Netflix? Moins de séries, plus de qualité, et puis si ça attire pas de nouveaux abonnés, bah allez hop, au revoir. Bah, je viens d'y répondre. Donc oui, moi j'espère que ça ira sur ça. Le problème, c'est que d'avoir du coup des séries qui sont des vraies œuvres, comme par exemple aurait dû être Stranger Things avec une seule saison, comme aurait dû être Sorting as Why avec une seule saison, d'avoir en fait cet effet pervers où ces séries sont prévues sur une seule saison, mais suite au buzz, et bah, du coup elles sont prolongées, on ne sait pas vraiment pourquoi, on ne sait pas vraiment comment. Et le deuxième problème, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir un système de pute à buzz, tu vois, des séries qui vont essayer d'être hyper choquantes ou de faire hyper parler sur les 2 premiers épisodes parce qu'au final, c'est ce que les gens vont regarder pendant les 2 C'est premiers ce que jours. fait HBO. Et je trouverais que ce serait... Bah non, Game of Thrones est très loin de faire ça. Mais le truc, c'est que globalement, le problème, c'est toujours les dérives. Mais ce format d'avoir une série, 10, 12 épisodes, une histoire, moi, c'est ce que j'espère. C'est ce qui génère le plus de créativité. Il y a une série qui est chiée, bon, bah, elle est chiée, tu passes à la suivante et tu vas peut-être trouver une perle là-dedans. Ouais. Alors après, il y a aussi autre chose concernant Netflix, c'est leur stratégie sur le cinéma. Alors là, par contre, pour moi, c'est très opaque. Déjà parce qu'ils en ont pas énormément parlé, en tout cas du côté de Reed Hastings, que je cite dans ce dossier. Mais ils investissent énormément d'argent. Et ils ont une stratégie qui est curieuse. Je vais prendre 2 exemples de films que j'ai regardés récemment. Il y a War Machine, le nouveau film avec Brad Pitt, qui a un buzz qui a eu une énorme promotion, War Machine, donc le film avec Brad Pitt. Et à côté de ça, il y a un autre film de guerre qui est avec Nicolas Hoult, War Machine, c'est de la merde. Logan Marshall, comment il Vraiment s'appelle ? de la merde. Donc il y a Cardell qui arrive. Et il y a également, j'arrive plus. Comment il s'appelle Henry Cavill, donc le Superman, qui s'appelle Sandcastle, qui est sorti il y a quelques mois et qui, alors, par contre, n'a eu aucune promotion. Et pourtant, c'est également un film Netflix. Donc, il y a des films qui sont produits, qui n'ont pas de promotion, d'autres qui en ont, qui sont extrêmement poussés. Un investissement de plus en plus massif de Netflix dans le cinéma. J'ai un peu de mal à le comprendre. Moi, la seule idée que je vois derrière tout ça, c'est l'image de marque que peut avoir Netflix à produire des films de grands réalisateurs ou de réalisateurs qui sont des réalisateurs un peu indépendants, qui sont rejetés par des studios plus classiques américains, et comme le film qui a été présenté à Cannes, par exemple.
Très bien, bah écoute, merci en tout cas pour ce dossier que tu as préparé. Beaucoup ont fait ta critique autour donc des news, du peu de news, et là tu as prouvé que tu savais faire un bon dossier. Merci à toi. Et du coup, est-ce que tu veux passer à la suite ? Bah oui. Let's